bienvenue sur Boulevard BD. Bonjour Laurent. Alors, on est là pour parler un petit peu, beaucoup de Tintin et de Hergé. Et on va remonter aux origines, un peu de tout ça. Alors, tu es né en 1952, entre la parution de Tintin au Pays de l'Or Noir et celle d'Objectif Lune. Quel est ton plus vieux souvenir avec le reporter à la houppe? Oui, exact. Je suis né en fait pendant la gestation de On a marché sur la Lune précisément, hein. Le premier souvenir, c'est le premier livre de Tintin que j'ai eu entre les mains. C'est L'Île Noire. J'avais 4 ans, donc je savais pas encore lire et après tout s'est enchaîné progressivement. Mais le plus vieux souvenir, c'est L'Île Noire avec le fameux gorille. Alors, de quelle façon ensuite a-t-il accompagné ton enfance et ton adolescence? Moi, je dirais sans interruption, en fait, hein, dans l'enfance et dans l'adolescence. Je crois qu'à 11 ans, j'avais déjà à ma disposition la totalité de ce que j'appelle le cœur de l'œuvre. Alors, on peut préciser que le cœur de l'œuvre démarre avec le diptyque Un Orient, un Extrême-Orient, c'est-à-dire Les cigares du pharaon et le lotus bleu. Jusqu'au bijou de la Castafiore, hein, c'est-à-dire, ce que je considère moi un peu, mais on en reparlera comme la fin de l'œuvre, hein. C'est-à-dire que, Mhm. comme je dis toujours, s'il y avait l'œuvre d'Hergé s'était arrêtée au bijou de la Castafiore, ça aurait pas été dramatique, hein. Je pense que les 2 albums suivants, sont peut-être, un petit peu de trop. Et donc à chaque sortie de l'album, après, à partir de l'âge de 16 ans, donc 68, Vol 714, 76, Les Picaros, et Mhm. puis après, à 34 ans, la réédition de l'Alphart, avec les esquisses. Ouais, en 86. En 86, la première. Adulte, tu ne l'as jamais quitté? Pas vraiment, je l'ai jamais quitté, je travaillais quand même, je le relisais pas tous les jours, mais c'est vrai qu'il y a un phénomène avec Tintin qui est une relecture euh, très répandue chez les tintinophiles qui l'ont connu quand ils étaient enfants. J'ai pris des notes beaucoup parce qu'il y avait des choses qui me venaient à chaque fois que je voulais garder, dont je voulais garder trace. Et puis, à un moment donné, j'ai eu envie, enfin, il y a eu un espèce de déclic, pas au sens de Manara, hein, mais vraiment une amie vénézuélienne avec qui on parlait de Tintin qui m'a dit, mais pourquoi t'en fais pas quelque chose de tout ça? Tu devrais faire un livre et tout. Et puis, je sais pas pourquoi, tout d'un coup, je me suis dit, je sais pas, ça devait être en 2012, tu vois, il y a 10 ans. Je me suis dit, bah oui, elle a raison, finalement, je devrais peut-être mettre réfléchir à tout ça, puis mettre mes notes noir sur blanc, puis peut-être voir s'il n'y a pas un éditeur qui serait intéressé, quoi. C'était ça. Et alors, ça pose la question d'ailleurs, cette question que tu posais sur à quel moment on l'a lu, est-ce qu'on était enfant, etc. Moi, je suis persuadé qu'on est plus marqué par Tintin si on le découvre tout petit que si on le lit à l'âge adulte. C'est-à-dire que j'ai du mal, bon, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je pense que quelqu'un qui le découvre quand il a 40 ou 50 ans, qu'il l'a jamais lu avant, il ne va pas être imprégné et marqué par ce que Freud appelait des scènes primitives, c'est-à-dire des choses dont il rêve la nuit ou qui l'ont impressionné, hein, quand il était petit. Je pense à Raskar Kapak, je pense au Yéti, je pense à l'image de l'éclipse dans l'Étoile mystérieuse. Je pense au gorille, Ranko de l'île Noire. Enfin, des images fortes, certains rêves, quoi. Ouais, Je pense que Et d'ailleurs, la plupart des grands tintinologues que je connais, ils l'ont découvert à 5 ans ou à 6 ans. ouais. Alors, ce premier livre, en 2016, qui a été édité en 2016, c'est donc Le Mystère Tintin, les raisons d'un succès universel. Hergé lui-même, il ne le comprenait pas, ce succès. Alors, sans réécrire le livre que l'on peut trouver aux Impressions Nouvelles, comment analyses-tu l'universalité de ce héros?
Oui, Hergé, tu as tout à fait raison. Hergé, il parlait même d'un malentendu quand on lui parlait du succès de Tintin. Hein, il y a la fameuse anecdote où il dit: J'ai reçu une lettre de Calcutta, mais comment est-ce que c'est possible que des gens aussi différents culturellement et tout s'intéressent à ce petit héros, quand même européen, belge au départ, européen. Et c'était pour lui, je ne pense pas de la fausse modestie. Il avait du mal à s'expliquer et c'est une question que tout le monde continue d'ailleurs à se poser. Alors, deux mots sur l'histoire de ce livre, puisque c'est pour moi le premier, et donc là où j'ai rassemblé mais vraiment l'ensemble de mes notes. C'est vraiment un travail de plusieurs années. Euh, Au départ, je voulais qu'il y ait des images, des vignettes de Tintin, donc je l'avais proposé chez Moulinsart. Et on m'avait proposé de le faire en coédition entre Gallimard, Casterman, hein, qui est avec Mhm. Gallimard, et Moulinsart. Donc le directeur de Moulinsart était d'accord, le directeur de Casterman, Benoît Mouchard, était d'accord, Charlotte Gallimard était d'accord, tout le monde était d'accord. Et puis ça a duré, ça a duré. Puis au bout de 2 ans, il y a eu une opposition, et ça- je ne sais pas d'où, hein. Et donc ça ne s'est pas fait. Et c'est là où je me suis tourné vers les impressions nouvelles, donc qui est dirigé par Benoît Peters. Et je n'ai pas été très contrarié. On a essayé d'avoir des images, on n'a pas réussi. Mais je pense que c'était une très bonne chose que ça soit publié dans cette maison qui a accueilli beaucoup d'ouvrages majeurs sur Tintin. Alors, pour l'histoire du livre en elle-même, ben, j'ai essayé de donner les différentes raisons qui sont multiples et qui se superposent, qui peuvent expliquer le succès universel de Tintin, sa pérennité aussi quelque part, hein, le fait que ça continue 46 ans après Les Picaros, c'est-à-dire 76, alors qu'il n'y a pas eu de nouvel album. Et puis, dans la deuxième partie du livre, alors les raisons, ben, je ne vais pas les détailler, c'est multiplicité des niveaux de lecture, indétermination de Tintin, possibilité de s'identifier, euh, la clarté du récit, la clarté de l'image, etc. Et puis, dans la deuxième partie, j'analyse en détail une raison qui me paraît majeure, qui n'a pas été, pas du tout même, analysée nulle part, qui est la régularité de la structure des Tintins. Ça touche pas les trois premiers qui étaient sous forme feuilletonesque, hein, Soviet, Congo, Amérique. Donc là, c'est des séries de bandes. Il n'y a pas vraiment de structure organisée. Et je m'aperçois que ça ne. J'ai montré que ça ne touchait pas non plus Vol 714 et Picaros, où on ne retrouvait pas ce que j'appelle une structure canonique qu'on trouve à partir des cigares du Pharaon et de Lotus Bleu, en gros, et jusqu'au bijou de la Castafiore. Et c'est cette idée-là qui était inconsciente chez Hergé, je pense, hein. C'est en travaillant qu'il a réussi à créer cette structure. On retrouve, j'ai décortiqué page par page et case par case les différents albums, et je me suis aperçu qu'il y avait 6 ou 7 invariants structurels qu'on retrouvait dans tous les albums depuis une situation initiale. On découvrait le personnage dans un parc, en train de prendre son petit déjeuner, dans sa baignoire, etc. Dans la Et gym. puis, faire de la gym, et, ou se promener dans le parc de Moulinsart après. Et ensuite, un fait anodin tout d'un coup, ça changeait de dimension. Il se disait, oh là, il y a quelque chose, il y a un indice d'aventure, etc., etc., jusqu'à, jusqu'au dénouement qui est en général la victoire, toujours même la victoire de Tintin, et l'épilogue. Mais je te donne un exemple au hasard. L'épilogue, c'est très caractéristique. On peut le vérifier dans quasiment tous les albums canoniques. Il y a 3 éléments de l'épilogue, c'est-à-dire on a une joie, Tintin laisse exploser sa joie, on a un retour au pays, hein, un retour à Moulinsart après les aventures, et on a aussi un gag qui est là pour décongestionner l'atmosphère, hein. Il y a pratiquement toujours, entre les pages 60 et 62, un gag, hein. Et ça, c'est d'une régularité. Alors, je crois que le lecteur, jeune ou vieux, inconsciemment,
il est content, il est rassuré de retrouver cette structure, hein, quelque part. Et Oui. je crois que ça, c'est une des raisons. Alors, j'ai essayé de voir si on pouvait faire la même chose, évidemment, avec Astérix ou avec des tas d'autres bandes dessinées. A priori, je n'ai pas trouvé. Donc, il y a vraiment là une spécificité de Tintin. Et j'ai essayé de voir si ça existait aussi dans Josette et Joko, qui est la deuxième œuvre importante d'Hergé. Et non, ça marche pas. Donc, il y a vraiment cette spécificité de Tintin. Et dans Kick et Fluke, évidemment non, puisque ce sont là encore des bandes, des feuilletons. Alors, tu publies ensuite un dictionnaire Tintin. Oui. Alors, il y a des entrées classiques auxquelles on s'attend, comme les personnages. Il y en a d'autres plus originales, comme culpabilité ou escalier. Alors pourtant, quand on lit un article qui s'appelle Escalier, on se dit comment on peut écrire 2 pages sur les escaliers dans Tintin. Et pourtant, on ne s'ennuie pas une seconde. Comment as-tu réalisé ce travail de fourmi et comment as-tu choisi ces entrées-là? Alors, l'avantage d'un dictionnaire, c'est un petit peu l'esprit d'un dictionnaire amoureux, hein, c'est qu'il y a une grande subjectivité du choix des entrées pour l'auteur. C'est-à-dire que dans le dictionnaire Tintin, je peux faire une demi-page sur Tintin et puis 3 ou 4 pages sur Aristide Philoselle ou Monsieur Boulu ou tel ou tel thème comme escalier. Tu as parfaitement raison. Ça, c'est au choix de l'auteur. Bon, il est évident que les très grands personnages, on a tellement écrit dessus, bon, c'était peut-être pas très intéressant que j'en fasse 10 ou 15 pages sur eux. Par contre, un petit détail, euh, bon, je donne un exemple, par exemple, il y a une entrée doyen, hein, dans mon dictionnaire, c'est-à-dire que je cherche quel est le personnage qui serait le plus vieux, le plus âgé dans Tintin. Alors, il y a une série d'hypothèses possibles. Philippulus le prophète, le vieux vendeur de scaphandres dans le trésor de Rackham le Rouge, lui il est vieux, hein, euh, le, le marin dans l'île Noire qui dit la bête, hein, il est très très âgé, qui dit n'allez pas là-bas, etc. Et puis, il y a un personnage il y a le père Vano, mais lui on le voit pas, hein, c'est celui qui donne le matériel pour aller en haut des, des peupliers pour aller chercher le Oui, bijou de la Castafiore. On l'imagine vieux, puisque Haddock l'appelle le père Vano. Il y en a un qui m'a fasciné toujours, c'est le docteur Triboulet. Le docteur Triboulet, c'est dans l'oreille cassée. On le voit sur une seule image. Et Tintin a récupéré le numéro minéralogique des bandits qui ont essayé de lui passer dessus dans la rue, hein, et il récupère dans l'annuaire l'adresse où il veut essayer de les retrouver. Et il arrive à cette adresse, hein, avenue du Troubadour, je crois, et il voit sortir de chez lui un vieux monsieur avec une barbe blanche, une mallette de médecin, qui est accueilli à la sortie de chez lui par un autre vieux monsieur qui a l'air d'être son secrétaire, un compagnon. Apparemment, ils ont vécu des tas de choses ensemble. Ben, il ne serait pas étonnant que ce soit entre les gens dont j'ai cité le nom, là, qui est le plus vieux des personnages de Tintin, hein. Donc voilà, pour expliquer l'entrée doyen. Et puis alors, il y a aussi évidemment des noms propres, mais qui paraissent complètement extérieurs au monde de Tintin, qui n'y figurent pas. Euh, je pense à Ionesco, il y a une entrée Ionesco, hein, parce que les explosions des champignons dans l'étoile mystérieuse m'a fait penser à une pièce de Ionesco qui s'appelle Amédée ou Comment s'en débarrasser, où le personnage grandit, grandit, grandit et explose, hein, comme les champignons. Il y a, il y a une entrée Homme de Rio qui est assez détaillée parce que pour moi, le film de Broca avec Belmondo est, je crois, un des meilleurs hommages à Tintin, avec beaucoup, beaucoup je de, crois qu'il ne s'en cachait pas. non, bien sûr, c'est un fan avec beaucoup, beaucoup d'allusions très, très précises. Même l'intrigue, hein, est liée au secret de la licorne. Il y a une entrée Molière parce que ben, Tintin comme Molière, Hergé comme Molière met en scène ces personnages. Enfin, il y a beaucoup d'analogies. Il bâcle un peu ses dénouements. Il y a beaucoup d'analogies avec Molière. Il y a une entrée Don Quichotte parce que Don Quichotte, Sancho, ça fonctionne un peu comme Tintin Milou ou comme Tintin Haddock après. Il y a une entrée Brassens, parce que
tu sais que ma deuxième passion, c'est Brassens, On en et donc reparlera un avec peu plus tard. on en reparlera. Voilà. Donc, et alors, qu'est-ce qui fait que ça soit aussi détaillé ou qu'il y ait des surprises comme ça? Je crois que c'est dû à la richesse de l'univers de Tintin. Alors, je cite une anecdote, je termine là-dessus sur le dictionnaire. Il se trouve qu'Albert Algou a publié 4 mois avant mon dictionnaire Tintin, c'était fin 2016, son dictionnaire amoureux Oui, de chez Plomb, je ne l'ai pas sous la main, mais je chez Plon. l'ai. Oui. Ouais. Et alors, au début, ça m'embêtait un peu parce que je me suis dit, bah, je savais pas moi qui faisait ça. Et on va retrouver les mêmes choses. Alors, on était à une assemblée générale des amis de Hergé à Nivelles, en Belgique, et on revient en voiture ensemble. Et je lui dis, on dit, ben, ce qui serait bien, puisqu'on n'avait pas terminé, hein, c'était chacun qui faisait son dictionnaire, il faudrait qu'on s'envoie nos listes des entrées pour pas trop se répéter, pour voir. Bon. Et alors, aux surprises, moi, je dois avoir 220 entrées dans le dictionnaire Tintin. Il y en a qu'une trentaine, entre 30 et 40, ce qui est peu, qui étaient communes avec le dictionnaire amoureux d'Albert Algou, ce qui prouve Incroyable. encore l'extrême richesse de Tintin. Et on avait fait d'ailleurs un débat à l'Assemblée générale des Amis de Verger, où chacun, animé par Philippe Gaudin, où chacun défendait son dictionnaire, de manière un petit peu évidemment en toute amitié. Alors, ensuite vient les femmes dans le monde de Tintin, dans lequel tu prouves qu'il n'y a pas que la Castafiore comme personnage féminin dans Tintin. Pourquoi a-t-on cette fausse impression que le rossignol milanais est le seul élément de la gente féminine? Oh ben, je crois que c'est le personnage féminin le plus important, c'est indéniable. Elle revient dans plusieurs albums, dans 3 ou 4. Elle joue un rôle fondamental à plusieurs reprises, hein. Dans l'affaire Tournesol, il ne faut pas oublier qu'elle sauve la vie, hein, des héros et de Tournesol en particulier, hein, dans sa loge. Et puis dans Les bijoux de la Castafiore, évidemment, c'est presque le personnage principal, hein. Ça tourne autour d'elle. Donc il n'y a pas de personnage féminin équivalent. Peggy Alcazar jouera un rôle, mais uniquement dans le dernier album, les Picaros. Et sinon, on a des personnages qui sont essentiellement des personnages secondaires. Alors, il y en a, oui, sur la couverture, effectivement, on voit Madame Lampion, on voit Madame Wang, on voit Madame Pinson, on voit Madame Clermont, alors, la fameuse Madame Clermont, hein, sur qui on a beaucoup fantasmé, puisque certains ont dit que quand on la voyait au Musical Palace au début des 7 boules de cristal, en fait, elle y était avec sa liaison cachée, hein, qui était un des membres de l'expédition. Euh, bon, ce qui paraît un petit peu invraisemblable, parce que l'expédition, tu sais, elle vient de revenir, hein, d'Amérique du Sud, et on peut se dire que si effectivement Madame Clermont et le professeur Ornay étaient amants et maîtresses, ils auraient peut-être des choses plus intéressantes à faire que d'aller au Musical Palace, hein. Donc, bon, puis il y a Madame Snowball, je vois Madame Snowball en bas. Alors elle, qui est un personnage très secondaire, hein, qui est ici en bas la fin droite, et qui apparaît dans Les Cigares du Pharaon, hein, qui est un des rares personnages féminins qui soit un bandit, enfin qui est lié à un trafic d'opium, hein. Et on la voit réapparaître, mais à titre de figurante, dans l'affaire Tournesol, sur 6 ou 7 vignettes quand même. Et même dans l'Alphard, elle apparaît. Mais comme tu vois, ce sont des personnages quand même secondaires par rapport à la Castafiore. Et je dirais, quand on dit les femmes dans Tintin sont caricaturales, non, je dirais qu'elles sont surtout stéréotypées, c'est-à-dire qu'elles sont surtout d'un milieu social un petit peu inférieur, ou plutôt dans des professions inférieures. euh, Ce sont des concierges, hein, des femmes de ménage. Peu ont une importance dans la société. Bon, Madame Clermont, on ne sait pas ce qu'elle fait, mais en dehors de la Castafiore, qui est la diva, et puis de Peggy Alcazar, qui est mais femme d'eux, elle est femme de dictateur, en fait. Oui. Alors, c'est avec ce livre que tu débarques aux éditions Sepia, dont tu deviens rapidement directeur de collection. Comment t'es-tu retrouvé à ce poste? Alors, je dirais qu'il n'y a pas de rapport entre les deux. C'est-à-dire que
pour faire bref, hein, les éditions Sepia appartenaient c'était une petite maison d'édition qui avait été créée par Patrick Méran et où il y avait pas mal de livres sur l'outre-mer, sur l'Afrique, etc. Et puis une série de livres qui étaient sur Tintin, l'architecture dans Tintin, etc., les habits dans Tintin, C'est très qui était thématique, fait quoi. par Patrick Méran lui-même. Voilà, ce sont ces livres-là. Il y en a 10. Et moi, j'ai fait le seul qui, effectivement, n'ait pas été fait par Patrick Méran, c'est celui que j'ai fait en 2018 sur les femmes dont tu viens de parler. Mais à ce moment-là, je n'avais aucun lien avec cette maison d'édition. Et puis, Sepia a été revendu au groupe L'Harmattan. Hein, je crois que ça a été justement dans les années 2018. Et puis, pendant 1 ou 2 ans, le patron de l'Harmattan m'avait dit, ben, est-ce que ça ne vous intéresserait pas de faire une collection vraiment centrée sur Tintin et Hergé, à titre de directeur de collection, puisque vous connaissez bien le milieu, les auteurs, le monde des tintinologues, etc. Alors, j'ai réfléchi un petit moment, puis j'ai dit, bon, pourquoi pas, j'ai moins de travail qu'avant. Et c'est comme ça qu'à fin 2020, je suis devenu, j'ai pris en main cette direction qui s'appelait à l'époque Zoom sur Hergé. Hein. Et voilà, ben, c'est l'histoire de. Alors, il n'y a pas de rapport en fait entre la première période, hein, et puis ce qu'on a fait après avec la collection Zoom sur Hergé, sauf bon, ben, le sujet qui était Hergé déjà, mais on a essayé de faire quelque chose avec une nouvelle approche. C'est pas que C'est plus de l'analyse de l'œuvre. voilà, c'est plus de l'analyse. Mais alors, je dirais que mon grand souci avec cette collection, d'abord, c'est la recherche de qualité, c'est-à-dire de trouver des auteurs. Moi, je lis énormément, je suis stupéfait du nombre de manuscrits qu'on m'envoie sur Tintin et Hergé. Enfin, c'est incroyable. On en retient 1 sur 5 ou 1 sur 6. Hein. Euh, donc, souci de qualité et surtout souci de diversité. Et ça, c'est très, très important dans la collection. On en parlera après en parlant des différents livres. Quand je dis diversité, c'est d'abord dans le style des livres, pas seulement des essais. Il ne faut pas que ça soit que des essais universitaires. C'est pour ça qu'on a fait de la fiction avec un roman policier. C'est pour ça qu'on a fait des bandes dessinées. Il y en a eu deux romans graphiques. On a fait des analyses d'images, hein, on en parlera tout à l'heure. Oui, Donc, on peut revenir un par un sur chacun de ces voilà. livres. Donc, tu vois, il y a vraiment un souci de diversité de registres. Il y a un souci de diversité des auteurs, c'est-à-dire que il y a des Français, il y a des Belges, il y a un Brésilien récemment. Il y a un souci de diversité dans l'âge. Hein, un des péchés, un des petits défauts, je dirais, qui risque d'handicaper, on en parlera, la pérennité de Tintin, c'est que malgré tout, la moyenne d'âge des exégètes de Tintin, c'est minimum 60 ans quand même. Hein. Alors, il y a un livre collectif que j'ai fait où il y a quand même trois quadragénaires qui écrivent dedans. Hein. Et puis, essayer de faire venir des femmes. Parce que si tu comptes le nombre d'ouvrages qui ont été écrits sur Tintin, il y en a à peu près 600 hein, actuellement. Eh ben, dis-moi le nombre de femmes, d'autrices qui ont écrit sur Tintin. Et à Moi, part j'en connais 5. Nicole Benkemoun, Oui. euh, la Mais foi, et sans- encore Nicole Benkemoun, c'est tout récent. oui. Sarah Velmas, qui avait fait Ah oui, ben oui, qui a fait la Alan, oui. hein, euh, qui a été malheureusement retiré de la vente, hein, mais ça on pourra en dire un mot. Et puis plus loin dans le temps, il y a eu Ariane Valadier, une journaliste qui avait fait un essai sur Tintin, sur Milou, pardon. Mireille Mons qui avait fait un essai sur la Castafiore, et Laurence Vanin qui avait fait 1 ou 2 livres, mais des petits livres, sur Tintin et la philosophie, avec un petit appendice sur Tintin et les femmes. Et puis une sociologue portugaise, mais ce n'est pas traduit en français, qui avait fait un essai sur les femmes. Mais tu vois, on arrive à six qu'on fait. Alors il y en a qu'on fait des articles, mais qu'on fait des livres, on en arrive à 6. Donc il Ouais. faut vraiment faire quelque chose quoi, pour essayer de féminiser cette niche masculine qui est Tintin.
Alors, revenons sur chacun de ces ouvrages.